Chers auditeurs, vous êtes sur Fréquence Orage d'Acier, l'émission web de la Révolution conservatrice. Votre serviteur Julien Dodéa est ce soir avec Monsieur K. Bonsoir. Et nous allons parler aujourd'hui d'un sujet historique mais également contemporain, à savoir les mensonges de la gauche. Donc c'est un sujet assez vaste qui parcourt en fait tout le XXe siècle. On peut peut-être commencer, pour bien nous mettre dans le contexte, par l'origine de la gauche socialiste telle qu'on la connaît aujourd'hui, parce que c'est en fait le congrès de Tours qui lui donne sa forme actuelle, Monsieur K. Oui, quand vous parlez de la gauche, Julien, je pense particulièrement au Parti communiste, qui a été, disons, pendant longtemps le principal point la principale zone d'équilibre de l'ensemble des forces de progrès de la gauche, à qui on avait plus ou moins délégué en fait l'ensemble de la question ouvrière dans ce qu'on pourrait appeler le pacte communiste et gaulliste, qui depuis 1945 structurait la vie politique française, je dirais jusqu'au milieu des années 80, date à laquelle, disons, les effets du programme commun ont mis fin au monopole idéologique du Parti communiste à l'université et dans les médias et dans le monde de l'éducation également, évidemment dans le monde universitaire, et sur le plan électoral a marqué le pas du Parti communiste qui progressivement a été, grignoté, effrité par la social-démocratie incarnée par le courant mitterrandien, disons. Et ce Parti communiste, en fait, a couvert tout le siècle de sa domination progressive, de sa position monopolistique sur le plan des idées de la gauche. Parce que on pouvait être autre chose que communiste et de gauche en France, dans ces années-là, mais enfin, il y avait quand même une sorte de magistère moral qui était concédé au Parti communiste. Alors, en effet, le premier événement important dont je voudrais retenir l'attention maintenant, c'est la fondation du Parti communiste français au moment du congrès de Tours en 1920. La section internationale, la section française de l'Internationale ouvrière, donc la section française de la SFIO, scissionne, se coupe en deux, entre ceux qui souhaitent suivre le modèle soviétique et qui donc fonderont les débuts du Parti communiste, c'est-à-dire la section française de l'Internationale communiste, la SFIC, qui deviendra ensuite le Parti communiste français lorsqu'il aura subi une bolchevisation de rigueur. Qu'est-ce que c'est que marque cet événement? C'est d'abord la résolution aussi du grand conflit qui avait marqué le début du siècle et la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle entre les partisans d'un socialisme de type autoritaire autour d'une figure comme Jules Guesde, contre une figure plus marquée par la social-démocratie de type allemand. On pense aujourd'hui à Kautsky en Allemagne, et en France, ce sera évidemment le courant jaurétien. D'ailleurs, les divisions qui traversent le mouvement ouvrier à ce moment-là se dédoublent, non seulement dans les partis, mais également dans le monde syndical, puisque la CGT, à ce moment-là, fait aussi l'objet d'une prise en main par le Parti communiste, qui l'éloignera progressivement de ses fondamentaux issus de la charte d'Amiens, qui date de 1901. Voilà, ce qui est la fondation du Parti communiste, en fait, marque une véritable pierre de touche pour l'ensemble de la gauche française, et c'est un phénomène qui se reproduit d'ailleurs à l'identique dans d'autres pays d'Europe occidentale, en particulier en Italie. Le Parti communiste italien est un petit peu le frère jumeau du Parti communiste français, par le nombre d'abord des adhérents, par l'importance qu'accorde à ce Parti communiste aussi l'internationale soviétique, puisque le communiste italien et le Parti communiste français sont considérés tous deux comme des pièces tout à fait maîtresses dans le dispositif de la jeune République socialiste soviétique, encore pilotée à l'époque par Lénine. Le congrès de Tours marque donc la naissance de ce Parti communiste français, avec à l'époque, on peut dire, de très nombreux adhérents qui viennent beaucoup du milieu syndical. Il y a une espèce de mise en ordre d'un certain désordre, d'un joyeux désordre organisationnel dans le monde ouvrier, avec des véritables traditions ouvrières, syndicales, communalistes, qui sont marquées par des influences très prégnantes en France, du syndicalisme révolutionnaire, de personnalités comme Sorel ou Proudhon, qui vont être progressivement en fait mises de côté pour privilégier, je dirais, une orthodoxie de type plus soviétique, donc pour en fait l'imposition progressive dans les références du monde ouvrier des écrits de Lénine et évidemment de Marx
Ce sera la deuxième grande victoire de Marx après sa première victoire au moment de la fondation de la première internationale ouvrière contre Bakounine. En fait, c'est toujours ces mêmes querelles qui se renouvellent à l'intérieur de l'internationale socialiste. Cette première querelle entre Bakounine, qui veut un communisme libertaire, et Marx, qui veut un communisme autoritaire, organisationnel et, pour tout dire, militant, c'est-à-dire avec une bureaucratie, avec des modes d'organisation aliénés, contre des formes plus autogestionnaires voulues par Bakounine. De la même manière, Jaurès, dans un style tout à fait différent, contre Jules Guesde, va promouvoir un socialisme plus libéral dans ses modes d'organisation, qui laisse plus de place finalement à l'initiative et aux opinions personnelles, dans un style plus opportuniste, beaucoup moins autogestionnaire que ce n'était le cas avec Bakounine, mais enfin avec un style plus libéral. Dans le cas de l'avènement de ce Parti communiste français avec le congrès de Tours, on assiste véritablement à la naissance d'une orthodoxie communiste qui s'imposera progressivement dans le monde ouvrier par les relais du milieu syndical. Cette section française de l'Internationale communiste est en fait le fait d'une minorité qui fait scission de la SFIO, comme je vous le disais, cette minorité qui était précédemment organisée autour de la personnalité de Jules Guesde, qui a aujourd'hui presque disparu des mémoires, mais qui était déjà, on pourrait dire, un pré-bolchevique français. À cette époque, le Parti communiste rentre déjà dans une lutte très marquée contre les forces de la social-démocratie européenne, aussi bien en France qu'en Allemagne. Évidemment, le cas se dédouble aussi dans des pays comme l'Italie. C'est-à-dire que les sociodémocrates sont considérés comme des sociofascistes ou comme des sociotraîtres, comme des opportunistes. Et un certain sectarisme se fait jour à l'intérieur de cette section française de l'Internationale communiste à l'égard des autres organisations ouvrières qui ne reconnaissent pas dans l'Union soviétique le modèle à imiter et, je dirais, la Mecque du monde ouvrier qui attend sa rédemption de Moscou dans la vision que promeut cette internationale communiste. En fait, Moscou devient la patrie des travailleurs, et c'est de là que doivent procéder l'ensemble des mots d'ordre, des directives, et aussi d'une certaine façon d'une politique étrangère, ouvrière, des travailleurs. C'est ainsi que la chose est présentée par les tenants de cette ligne communiste. Les socialistes, dès lors, voient les comportements sectaires et les attitudes très bolcheviques de leurs anciens camarades leur déplaire souverainement, ce qui fait que une lutte à l'intérieur je dirais, du monde ouvrier se fait jour entre les sociodémocrates d'un côté, les communistes de l'autre, et je dirais un troisième acteur, encore qu'il reste très minoritaire sur le plan numérique, qu'on pourrait appeler le socialisme français ou le socialisme plus autogestionnaire, plus communaliste, des héritiers du socialisme français et du socialisme proudhonien, qui survit malgré tout dans certaines petites organisations, en particulier autour de la CNT ou de petites organisations ouvrières qui ont conservé l'essentiel de l'héritage du monde ouvrier d'avant justement la naissance de cette internationale communiste. Et ce socialisme-là a complètement disparu aujourd'hui, en tout cas dans le spectre politique. Oui, il a presque entièrement disparu. Aujourd'hui, il n'y a plus que des intellectuels qui essayent d'en garder un témoignage vivant, comme des personnes comme Jean-Claude Michéa, par exemple, ou ce qui peut rester d'anciens militants de la CNT ou de la Fédération anarchiste internationale, qui, à titre de témoignage, publient des documents, des comptes rendus de tel ou tel événement historique qui ressuscite encore, je dirais, un ethos libertaire, un ethos d'un communisme libertaire qui est aujourd'hui plus que de l'ordre vraiment du témoignage, oui. Cette internationale communiste est organisée dès 1920 à l'intérieur de ce qu'on va appeler le Comintern, fondé en 1919 par Lénine, à la suite de la révolution soviétique. Le Parti communiste français, donc qui se veut cette section française de l'internationale communiste, accepte de se soumettre aux directives de l'internationale communiste. Il s'engage à construire le parti révolutionnaire selon les modalités qui ont prévalu en Union soviétique et qui, on pourrait dire, suivent le schéma très devenu désormais classique de la prise du Palais d'Hiver. Ce sera d'ailleurs l'obsession
d'une sous-catégorie, je dirais, de cette internationale communiste qui va se diviser par la suite au moment de la grande querelle entre Trotsky et Staline. Ce schéma de la prise du palais d'hiver, dont Trotsky sera le grand artisan, servira là aussi de prototype à toutes les organisations trotskistes qui se réclameront de cette expérience fondatrice. Alors, Monsieur K, vous pouvez peut-être éclairer nos auditeurs justement sur la prise du palais d'hiver. Écoutez, c'est simple. En gros, les choses se réduisent à peu près à ceci. Les bolcheviks qui avaient pris le contrôle, bolcheviks voulant dire minoritaire, hein, la faction minoritaire de la social-démocratie russe, du Parti social-démocrate de toutes les Russies, s'était constituée comme opposition de gauche à l'intérieur de la social-démocratie contre Kerensky. Et l'ensemble des forces de progrès, des forces déjà républicaines, des forces qui échappaient à des logiques, disons, restauratrices ou impériales autour de la figure de Nicolas II et du souvenir de la monarchie russe, toutes ces forces de progrès qui se réclament évidemment de la Révolution française comme là aussi temps fondateur de leur imaginaire politique, seront progressivement en fait soumis par les bolcheviks, je dirais par leur puissance tactique, leur puissance stratégique et leur puissance organisationnelle, leur capacité à s'organiser et finalement à déborder des courants parfois beaucoup plus nombreux sur le plan numérique, comme les Menkeviks par exemple, qui eux s'appuient sur la paysannerie, tandis que les bolcheviks eux veulent appuyer l'essentiel de la révolution sur les forces ouvrières, donc sur les ouvriers des villes, les soldats, les marins et je dirais dans un second temps tout à fait postérieur sur les forces paysannes bien sûr, à titre je dirais plutôt d'habillage, parce qu'il fallait leur donner une place dans ce pays entièrement rural qu'était la Russie de l'époque. Les bolcheviks vont réussir le coup d'État, je dirais, à l'intérieur des forces de progrès en Russie, et ils vont réussir à finalement profiter de la situation de désordre qui suivra la déroute de l'ensemble de la structure de pouvoir russe pendant la Première Guerre mondiale, profitant du désordre à la suite de l'abdication de Nicolas II et de son descendant. Je crois que c'était le 1, 2, 3. Bon. Et donc les bolcheviks vont pouvoir faire leur révolution en faisant ce coup de force à l'intérieur même de l'organisation des soviets. Qu'est-ce que c'est qu'un soviet ? C'est un conseil ouvrier qui à l'origine était avec des courants, des partis qui pouvaient être représentés. Et les bolcheviks en fait vont tenter et réussir un coup d'État à l'intérieur même des soviets, qui est cette organisation de type, disons, fédéral, on pourrait dire, qui inspirait des sections, comme ça a été le cas donc pendant la Révolution française. C'est cette logique de parti qui avait manqué à la Révolution française pour la mener à son terme, et que les bolcheviks avaient préparé pendant toute la deuxième moitié du XIXe siècle, et le début du XXe bien sûr, pour réussir finalement à donner la maturité nécessaire à la Révolution afin de maintenir un pouvoir ouvrier, entre guillemets, dans les structures de pouvoir. À la suite de ce coup d'État, et à la prise du palais d'hiver, en fait, avec l'aide de soldats des pays baltes, hein, principalement une force estonienne, qui, lasse de la domination impériale russe sur les pays baltes, avait rejoint les bolcheviks, je dirais, pour des questions strictement d'opportunité, afin de tenter une libération de leur petite patrie, s'était joint, en fait, aux bolcheviks, et c'est parce que Lénine pouvait compter sur une petite troupe déterminée de Baltes à son entière dévotion, qu'il a pu s'emparer du palais d'hiver et renverser donc l'ordre ancien et bousculer les autres forces de progrès et instaurer cette dictature bolchevique qui dès le début sera organisée en fait autour du NKVD, c'est-à-dire la police secrète soviétique, la police secrète bolchevique encore à cette époque, puisque elle est composée pour l'essentiel de compagnons révolutionnaires de Lénine, qui sont des vieux routiers de la Révolution, de la clandestinité, et parfois même aussi des provocations, et je dirais de toutes les expériences d'agents doubles qui avaient été la grande affaire de l'Okhrana, la police secrète tsariste, à la fin du XIXe siècle. Voilà, alors ce qu'il en est donc de cette prise de contrôle, après la révolution bolchevique, il y aura donc une coalition de toutes les nations occidentales
contre les bolcheviks à la fin de la Première Guerre mondiale, au point même qu'il y aura quelques affrontements sur le front d'Orient, c'est-à-dire à la frontière entre les Balkans et les territoires de l'ancien empire soviétique. Dans ces zones-là, des tentatives d'excursion bolcheviques seront stoppées par l'armée française. C'est par exemple un petit peu évoqué dans le film Capitaine Conan, où l'on voit des soldats français se battre contre des troupes, des partisans bolcheviques. Et après cette prise de pouvoir, il va y avoir cette paix que réclament les bolcheviks. C'était le grand mot d'ordre de Lénine, c'était la terre, le pain et la paix. Et cette paix de Brest-Litovsk, qui ampute l'Empire soviétique de beaucoup de territoires, ce qui était refusé par l'aile droite des révolutionnaires russes, Lénine va imposer, après ses écrits, va imposer cette ligne d'abandon de territoire en vue de sanctuariser un territoire réduit certes, mais un territoire souverain à la révolution bolchevique. Cette logique qui privilégie les intérêts de la révolution sur les intérêts, on va dire, nationaux, est une logique très révolutionnaire, très très bolchevique dans son inspiration. Et cette paix de Brest-Litovsk sera le premier acte d'alliance, finalement, de la plus haute importance entre l'état-major allemand et les révolutionnaires bolcheviques. D'ailleurs, ce sont les Allemands qui, voulant se débarrasser de leur flanc est, sur leur flanc est de la force que représente la Russie dans la Première Guerre mondiale, qui vont véhiculer Lénine dans un train blindé jusqu'à Leningrad, lui faisant traverser les terres du Reich sous leur protection, pour justement encourager la ligne de Lénine à l'époque, qui est le défaitisme révolutionnaire. Lénine promeut la sortie de la guerre, et les Allemands, évidemment, l'état-major allemand, y voit un immense avantage, c'est se débarrasser d'un des protagonistes de cette Première Guerre mondiale. Ça, c'est un point qui me paraît très intéressant et qui est parfois oublié par les livres d'histoire contemporains, mais qui montre bien qu'une révolution se fait rarement, voire jamais sans appui étranger, et que ces appuis étrangers ne sont jamais totalement naïfs, en tout cas totalement désintéressés, que c'est toujours un allié objectif en vue, cet allié cherche une autre fin que les révolutionnaires eux-mêmes. Tout à fait. C'est d'ailleurs cette circonstance qui va produire le deuxième grand événement, je dirais, de la politique étrangère soviétique, qui créera la surprise dans toutes les chancelleries européennes, et nous allons parler dans un instant. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, le Parti communiste, sous l'impulsion du Comintern, donc de l'internationale communiste pilotée depuis Moscou, inspire une ligne qui est dite classe contre classe. Cette ligne classe contre classe consiste en fait à sortir de toute logique de partenariat ou de collaboration avec d'autres forces de progrès ou d'autres forces de gauche ou même de forces socialistes qui seraient non communistes, parce que parfois aussi, il faut le reconnaître, maintenant qu'ils connaissent un peu leurs camarades bolcheviques, ces socialistes sont parfois devenus de fervents anticommunistes. Cette ligne classe contre classe conduit en fait progressivement à un isolement du Parti communiste, mais qui lui permet aussi de séduire toutes les fractions les plus radicales du monde ouvrier et qui ont gardé une veine authentiquement révolutionnaire, puisqu'on a assisté à peu près à l'éclipse du syndicalisme révolutionnaire et du socialisme communaliste et authentiquement autogestionnaire autour de figures comme Bakounine ou Proudhon. Cette énergie finalement est disponible pour le Parti communiste. D'autre part, le Parti communiste a aujourd'hui un argument de poids à faire valoir à la classe ouvrière internationale, mondiale, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, elle a une patrie, elle a un centre de commandement, et elle peut même mettre en œuvre une certaine diplomatie. Une diplomatie au service, dit-il, dit-elle, cette internationale communiste, au service de l'ensemble des ouvriers et de la révolution mondiale. Comme on est encore sous le leadership de Lénine, je dirais que cette ligne a une force de conviction extrêmement importante. Elle va même parfois séduire des personnalités comme Simone Veil, qui par ailleurs sont très sceptiques sur certains des aspects de cette révolution bolchevique, en particulier sur ses aspects autoritaires et sur, je dirais, l'écrasement de segments entiers du mouvement révolutionnaire ouvrier, et évidemment des expériences tout à fait
déplorable sur le plan économique dont elle n'est absolument pas dupe, ni elle ni d'autres, qui très tôt d'ailleurs vont quitter ce parti communiste. Je pense par exemple à des personnalités comme Boris Souvarine, Alfred Romer ou Pierre Monat, ou en fait encore Albert Train. Donc très rapidement, en fait, il va y avoir une déception parmi ces révolutionnaires déjà expérimentés, ou en tout cas qui ont une longue expérience du mouvement ouvrier. Mais il n'en demeure pas moins que un prestige immense entoure la révolution bolchevique, du fait de sa victoire, du fait aussi de la nouveauté de cette expérience, et puis des moyens nouveaux qu'elle pourrait éventuellement mettre au service de la révolution mondiale. Le deuxième temps dont je voulais parler, ce deuxième moment diplomatique très important et fondateur, c'est évidemment le pacte de Rapallo. Le traité de Rapallo, qui est ce traité qui va être passé par le haut commandement militaire allemand avec la structure de pouvoir bolchevique. Ce traité de Rapallo permet donc aux deux signataires de rompre l'isolement dont ils sont l'objet après la Première Guerre mondiale. Donc il s'agit à la fois du haut commandement militaire allemand et la révolution bolchevique, encore sous le leadership de Lénine. Il est négocié donc par Walter Rathenau et Ago von Maltzahn et par Christian Rakovski d'un côté et pour le côté soviétique. Le juriste Evgeny Pachoukanis participe également à cette élaboration. Ce traité de Rapallo en fait permet en particulier à l'Allemagne d'entraîner ses troupes qui ont été, je le rappelle, par les conditions du traité de Versailles, dans l'interdiction de s'entraîner, par exemple, de faire des manœuvres. Il y a aussi des limites numériques qui sont imposées à l'armée allemande. Je crois qu'elle ne doit pas dépasser les 100 000 hommes. Et évidemment, beaucoup des anciens combattants de la guerre 14-18 se regroupent, parfois clandestinement, au sein des corps francs, qui sont finalement des sortes de régiments maintenus dans la clandestinité, parfois sous des couvertures aussi diverses que des guildes de forestiers, des mineurs, des travailleurs, des ouvriers, organisés en associations de toute nature, qui permettent à l'armée finalement de conserver l'essentiel de sa capacité opérationnelle, mais sans la possibilité de s'organiser, de s'entraîner, de tester aussi les matériels. Et donc la Russie soviétique va proposer à l'état-major allemand de pouvoir entraîner ses troupes sur le territoire soviétique, je dirais, loin des regards des chancelleries européennes. Ça, c'est par exemple une des conditions qui est faite. Une autre condition qui est faite, c'est de l'autre côté, c'est le transfert de la capacité militaire, industrielle et militaire de l'Allemagne vers la Russie soviétique, qui a grand besoin de transfert de technologie, de transfert en particulier de technologie militaire, et aussi d'un entraînement de qualité de certaines de ses troupes. On pense par exemple ici à un témoignage qui nous est donné dans une fiction, qui est le film Stalingrad, où l'on voit des snipers soviétiques qui ont été entraînés par l'élite des tireurs d'élite de l'armée allemande. Alors vous parlez de quel film Stalingrad? Parce qu'il y en a Alors plusieurs. le deuxième, pas celui des années 90, celui des années 2000, qui a été, je crois, réalisé par Jean-Jacques Hano, si je ne me trompe pas, où l'on voit je crois, les trois personnages principaux sont un commissaire politique de confession israélite, une recrue de sexe féminin, elle aussi soviétique, et puis un sniper, qui font face à un grand veneur, un grand chasseur allemand, qui est envoyé pour, je dirais, liquider l'élite des snipers soviétiques pendant cette bataille de Stalingrad, qui ont fait de très sérieux dommages à l'armée allemande, et qui lui-même a entraîné une partie de ces tireurs d'élite. Parce que il y a un autre film Stalingrad, qui est un film allemand pour le coup, qui est très intéressant aussi, qui est sous un angle assez différent, parce qu'en fait on suit une unité allemande, donc dans Stalingrad, qui finit par se déliter. Tout à fait. Celui-là est un très beau film aussi. Je pensais plutôt au second. Voilà, il y a toutes sortes de clauses donc à ce traité de Rapallo, mais c'est surtout, je dirais, un accord de principe de sortie d'isolement mutuel entre la Russie soviétique et l'Allemagne défaite à l'issue de la guerre de 14-18, et qui est dans un état vraiment de déréliction complet, puisque à part de cette situation va se développer progressivement une guerre civile qui frappera les rues des grandes villes d'Allemagne.
qui est raconté d'ailleurs assez merveilleusement dans, par exemple, Les Corps francs de Dominique Vénère, qui reprend pour l'essentiel d'ailleurs les contenus qu'on retrouve dans Les Réprouvés de Ernst von Salomon. On peut trouver ça aussi dans le très bel ouvrage de Jan Valtin, dont je reparlerai tout à l'heure, Sans patrie ni frontières. Enfin, épisode un peu méconnu de l'histoire européenne, mais quand même guerre civile de presque 10 ans, à l'intérieur de l'Allemagne, effondrée sous le contre-coup de sa défaite, entre guillemets, de 14-8, puisque je le rappelle, l'Allemagne a été vaincue sans que jamais aucune troupe n'ait occupé son sol à l'issue de la Première Guerre mondiale. L'Allemagne renonce par exemple aussi à toute réclamation contre la Russie qui aurait pu naître de l'implication donc de la Russie pendant la Première Guerre mondiale. Les relations diplomatiques et consulaires entre le Reich allemand et la République socialiste sont également reprises dans le cadre de ce traité de Rapallo. Et ce traité de Rapallo, enfin, comporte aussi quelques clauses secrètes qui concernent, comme je vous l'ai dit, des aspects de défense qui, je dirais, contournent les interdictions, en particulier du traité de Versailles. On peut peut-être rester sur la même période, mais recentrer sur la France et sur les conséquences de cet accord pour le PC français, pour les militants. Oui, alors évidemment, la première conséquence, c'est que le Parti communiste, qui est totalement bolchevisé pendant cette période, puisque le traité de Rapallo date de 1922, on est en pleine phase de bolchevisation du Parti communiste français, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des exclusions, des purges, et aussi une pression qui est mise sur les militants, à la fois sur les comportements militants, en termes de disponibilité, d'implication, et aussi en termes de ligne, parce que la ligne est impulsée très vivement pendant cette période, de cette ligne classe contre classe, à la fois contre les autres organisations ouvrières non communistes, donc principalement les sociodémocrates d'un côté et les organisations plus libertaires de l'autre, et plus largement contre l'ensemble des forces non communistes. Donc évidemment, la bourgeoisie est désignée ici comme ennemi principal, donc évidemment toutes les forces du centre, les opportunistes de la droite libérale, les partis nationaux évidemment, les ligues, qui elles sont considérées comme des ennemis, comme des fascistes. Et en fait, tout ce qui est non communiste est assimilé à du fascisme. Donc évidemment, ce qui est paradoxal, c'est que la Russie soviétique est alliée à une puissance, on va dire, fascisante, selon leur propre terminologie, qui est le haut commandement militaire allemand, ce qui n'empêche pas du tout cette rhétorique antifasciste un peu paranoïaque, disons-le, puisque à part eux, à part les communistes et je dirais leurs compagnons de route, tout le monde est assimilé au fascisme. La conséquence principale de cette ligne classe contre classe, c'est évidemment un très grand isolement du Parti communiste sur la scène française et une très grande hostilité qui se développe dans beaucoup de segments de la société française à son égard. Progressivement, en fait, le Parti communiste devient une sorte de contre-société minoritaire persécutée, et les autorités civiles françaises mettent la pression sur le Parti communiste par la répression. La surveillance d'abord et la répression. Cette surveillance, c'est d'ailleurs très bien raconté dans les premiers chapitres d'un ouvrage dont je reparlerai tout à l'heure, qui s'appelle Liquider les traîtres, des deux historiens français Jean-Marc Berlière et Franck Liègre, qui s'intitule donc Liquider les traîtres, le commando Valmy, aux éditions Robert Laffont, qui traite longuement d'un épisode dont je parlerai en deuxième partie d'émission, du commando Valmy, du détachement Valmy. Dans ces premiers épisodes, puisque l'essentiel de cet ouvrage est tiré en fait des archives de la préfecture de police de Paris, en particulier des brigades spéciales 1 et 2, dont l'une des deux était d'ailleurs consacrée presque exclusivement dès la Troisième République à la surveillance et à la répression des activités subversives relevant du Parti communiste. On voit bien que cette surveillance, cette répression est extrêmement virulente à l'égard du Parti communiste, qui est considéré finalement comme un parti d'étrangers, comme un parti qui tourne au service d'une puissance étrangère, qui, même dans les forces de gauche constituées de gouvernement, est regardée avec une certaine crainte malgré tout, malgré, je dirais, des complicités plus idéologiques, philosophiques, dont peut jouer le communisme dans l'ensemble des forces de progrès en France. Donc on peut parler d'une certaine, d'un certain magistère moral des communistes, qui se vivent et qui sont aussi, je dirais, par la fausse conscience des forces de gauche, reconnues comme d'une certaine façon l'avant-garde des forces de progrès, l'avant-garde consciente et conséquente des forces de progrès, malgré cette reconnaissance en creux que lui concèdent les autres forces de gauche et de progrès, le Parti communiste et ses troupes sont quand même regardés avec méfiance, avec crainte,
par l'ensemble des structures, aussi bien militantes d'ailleurs que de pouvoir, de ces forces de gauche et de progrès, qui rapidement, dans une dizaine d'années seulement, commenceront à accéder aux affaires, puisque les socialistes vont commencer à être approchés par les radicaux dans le cadre des différents cartels de gauche qui vont gouverner la France dans cette troisième république finissante. Voilà les conséquences dans l'ordre intérieur français. Donc un parti bolchevique très sectaire, très isolé, très surveillé, très réprimé, et qui pourtant recrute des militants aguerris aguerris par l'opposition même dont ils sont la victime. Ce traité de Rapallo, je vous le disais, c'est un petit peu les fondations sur lesquelles vont être construits les autres événements dont on va parler aujourd'hui, Julien. Ce traité de Rapallo sera finalement la dalle sur laquelle sera construit le premier étage de la diplomatie germano-soviétique, et ce grand événement que sera le pacte germano-soviétique. Et nous passons maintenant à la pause musicale. En ce moment c'est la mode, les patrons sont de sortie. Rush, Hippie, Oxford et toute la compagnie. Des soi-disant rebelles en quête d'identité. Bande de bouffons, vous nous faites bien marrer. Vous prétendez de la classe ouvrière, mais vous n'avez jamais timé pour un salaire. Jusqu'on à faire les durs sur vos putains de forums, mais dans la rue, vous n'effrayez personne. Les sans-papiers, même si dans vos magnifiques viennent pour vous dépouiller. À la première claque vous courez chez les condés. Pourtant vous gueulez toujours SILB. Chers auditeurs, nous venons d'écouter une chanson de Haï et Fier, Smash the Reds. Nous allons maintenant parler un peu de l'Espagne, de la guerre d'Espagne. Oui, avant d'aborder le plat de résistance que constitue le traité germano-soviétique, et qui est un petit peu l'axe autour duquel s'organisent en fait tous ces mensonges du communisme et des communistes français, et plus largement de la gauche, en particulier de l'université française, durant tout le XXe siècle et ce début du XXIe, c'est la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne est un moment important parce que alors que les forces de progrès finalement remportent les élections en Espagne et commencent à mettre en route finalement des mesures révolutionnaires par à la fois des expropriations, une lutte anticléricale tout à fait concrète par les incendies d'églises, les viols et les assassinats de bonnes sœurs, de prêtres et d'évêques, et tout un ensemble de mesures, je dirais, de l'ensemble des organisations qui participent à cette révolution, qu'elles soient des socialistes opportunistes modérés, parfois frisant le centre-gauche, jusqu'aux forces anarchistes, libertaires, qui est très très puissantes, en particulier en Andalousie. L'ensemble de ces forces coalisées, qui met en place cette révolution en Espagne, inquiète évidemment les milieux réactionnaires, conservateurs et libéraux de droite espagnols, inquiète aussi, je dois dire, certaines chancelleries de l'Europe occidentale, qui voient là une sorte de trou noir commencer de s'ouvrir au sud de l'Europe occidentale, et voudraient bien y mettre un peu la main pour y mettre un peu d'ordre, essayer de savoir vers où tout cela ira. Les communistes
également se sentent très concernés par tout cela, parce que bien sûr les communistes espagnols sont puissants, sont organisés, ils sont présents dans cette révolution, mais ils sentent aussi que cette révolution pourrait leur échapper, et qu'une authentique révolution ouvrière pourrait avoir lieu au sud de l'Europe, très loin finalement des lignes imposées par l'international communiste, par le Comintern. Et en fait, finalement, les brigades internationales très structurées quand même par l'Union soviétique, qui donneront l'essentiel des troupes qui se rendront en Espagne pour lutter contre les forces franquistes, phalangistes, carlistes et libérales, de centre-droit, disons, et le gros rang évidemment de toutes les troupes catholiques qui s'engageront sous la bannière franquiste. Les communistes vont finalement faire une double opération. Une première opération qui consiste à faire une opération antifasciste, entre guillemets, selon leurs propres termes, leur propre terminologie, c'est-à-dire le combat contre les forces de la réaction, de la cléricature et de l'armée. D'un côté, ça c'est bien certain, ils y vont pour combattre la probable contre-révolution mise en route par le général Franco et l'insurrection militaire qui s'est déclarée dans les territoires marocains au début, puisque cette insurrection part des territoires d'outre-mer espagnols à ce moment-là du Maroc espagnol. Ça, c'est évidemment le premier aspect que tout le monde voit. Mais c'est peut-être l'aspect secondaire en réalité. Les communistes, les bolcheviks de Moscou et l'international communiste structuré autour du Comintern fait évidemment une deuxième opération. C'est éteindre une révolution qui pourrait lui échapper en Espagne. Une révolution finalement non communiste, ou plus exactement non bolchevique, non soviétique. Il s'agit pour eux autant de faire barrage au fascisme que d'éteindre une révolution qui pourrait échapper à la mainmise et au modèle moscovite. C'est ça peut-être le plus important de cette opération, qui va se camoufler sous le vocable très charmant, très charmeur, et qui durera plus d'un siècle de l'antifascisme. Ce mot d'ordre de l'antifascisme servira en fait de paravent, pendant presque 10 ans, au phénomène central qui structure la politique étrangère de l'Union soviétique, qu'est le pacte germano-soviétique. L'opération espagnole, c'est autant un nuage de fumée, un écran de fumée devant le pacte germano-soviétique qu'il sera une opération contre-révolutionnaire, contre les révolutionnaires du POUM, du Parti ouvrier d'unification marxiste, que des anarchistes espagnols, que des libertaires de Barcelone, que des socialistes, je dirais opportunistes, libéraux, sociodémocrates de Madrid. Voilà, c'est cela qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'agit d'une double opération à la fois de camouflage de l'axe central, de l'axe structurant de la politique étrangère de l'Union soviétique de l'époque, qui est à l'époque donc pilotée par Staline. Je rappelle que les événements de la lutte entre Trotsky et Staline ont déjà eu lieu. Staline a vaincu très largement sur l'ensemble de l'international communiste contre ce qu'on appelle à l'époque encore l'opposition de gauche, disons les trotskistes pour faire simple, qui sont présents pendant la guerre d'Espagne, en particulier autour du POUM, ce parti ouvrier d'unification marxiste. C'est pas uniquement des trotskistes, mais il y en a, et il s'agit évidemment de les liquider. Et on va voir arriver les bataillons d'assassins, de meurtriers, de tortionnaires du NKVD, à Barcelone, à Madrid et ailleurs, pour liquider véritablement les forces non soviétiques, non communistes, ou voire anticommunistes, comme c'est le cas par exemple de certaines organisations anarchistes qui voient dans cette guerre d'Espagne autant une lutte contre la tyrannie rouge que contre la réaction cléricale et militaire de Franco. Certains même iront au point que leur haine ira à un tel point d'incandescence contre les soviétiques, contre les communistes, que ils rejoindront finalement le camp nationaliste, et on les appellera les Faïlancristas, FAI comme la Fédération anarchiste ibérique. Parce qu'ils verront, la contradiction principale pour eux sera la lutte anti-soviétique, dans laquelle ils voient le péril majeur de l'époque, les périls majeurs de leur temps. Ce sera aussi ce que racontera Orwell dans Hommage à la Catalogne, ce très très bel ouvrage de témoignages où Orwell narre son combat dans les brigades internationales, et en particulier auprès du POUM, ce parti d'unification ouvrière marxiste, où il verra, c'est très très bien retranscrit d'ailleurs dans un film qui s'inspire un peu des ouvrages d'Orwell, un film de Ken Loach qui s'appelle Land and Freedom, où l'on voit mis en scène ces colonnes infernales du NKVD qui tirent
à l'arme lourde dans les rues de Barcelone pour tuer l'opposition de gauche, qu'elle soit libertaire, trotskiste ou encore une fois l'opposition de droite lorsqu'elle est, je dirais, social-démocrate, pour imposer l'ordre de Moscou, l'ordre moscoutaire, l'ordre stalinien à la révolution espagnole. Bien sûr, d'autres forces sont coalisées dans cette opération de soutien à la République espagnole, mais elles seront pour l'essentiel normalisées avant la fin du conflit, avant la victoire des forces nationalistes contre l'ensemble des forces révolutionnaires, communistes, socialistes, de toute couleur. Pour en revenir maintenant à notre point central, Julien... Je conclurai cette page espagnole par deux mots, Pero pasamos. Exactement, les forces de la réaction sont passées, ce qui est toujours abusant en manifestation lorsqu'on les entend hurler « no pasarán », ce qui est quand même... Ce sont eux les perdants. Ça. Absolument. Maintenant, venons-en à cet événement central de la diplomatie soviétique, qui est le traité germano-soviétique, le pacte germano-soviétique. Ce pacte germano-soviétique est signé en août 1939 entre Moscou et Berlin. Un Berlin qui est sous domination hitlérienne, nazie, national-socialiste. C'est reparti. Donc, le pacte germano-soviétique, signé par Ribbentrop pour la partie allemande et par Molotov, donc le ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique, comporte lui aussi des clauses secrètes, en particulier sur la partition de la Pologne en cas de conflit consenti par les deux parties afin de partager la Pologne. En gros, on va dire, c'est déjà au programme dès 1939 et dès avant, parce qu'en fait, des discussions auront lieu qui vont préparer ce traité. Ce traité va prendre à revers, en fait, l'ensemble des chancelleries européennes qui s'attendaient évidemment à ce que, je dirais, la propagande nationale-socialiste, qui était très anti-soviétique, qui était fondée même essentiellement là-dessus, qui avait pris le pouvoir en Allemagne même sur un programme anti-soviétique de protection des populations contre le péril rouge, et qui avait parfois aussi obtenu quelques, sinon soutien, en tout cas des complicités, des silences de la part des chancelleries occidentales. On pense en particulier à l'affaire des Sudètes, parce que justement il était censé être le fer de lance de l'antisoviétisme en Europe, malgré son visage peu avenant aux yeux du personnel politique anglais ou français ou même italien. Et ce pacte germano-soviétique, en fait, consiste en une alliance des deux tyrannies, la brune et la rouge, pour se partager l'ordre européen. Enfin, en tout cas, pour maintenir un statu quo, parce que les deux voyaient bien que le jeu des démocraties occidentales consistait à jouer l'un contre l'autre, dans l'espoir sans doute qu'ils s'anéantissent l'un l'autre. Ne voulant pas jouer cette carte, les diplomaties des deux pays, déjà adossées à plus de presque 20 ans maintenant de relations entre le haut commandement militaire allemand, je dirais l'état profond allemand, et la structure de pouvoir soviétique, plus de 20 ans de relations diplomatiques depuis l'arrivée de Lénine dans les bagages des Allemands à Leningrad, encore Pétrograd à l'époque, et le traité de Rapallo dont on a parlé avant la pause musicale, et maintenant ce traité germano-soviétique, c'est 20 ans de confiance mutuelle, c'est 20 ans de collaboration secrète aussi, et puis, je dirais, le projet quand même d'un ordre nouveau, d'un ordre totalitaire imposé à l'Europe, finalement, a créé la surprise des chancelleries allemandes pour les personnes les moins averties. Parce que ceux qui étaient les observateurs attentifs de la politique étrangère européenne auraient pu prévoir, sinon, mieux encore que prévoir, auraient dû prévenir ce traité. Or, la politique française, par exemple, en matière de politique étrangère, a été désastreuse, puisque, à la suite de ce traité germano-soviétique, l'Allemagne pourra, sortie de son isolement quand même, avec tout l'interland soviétique à laquelle elle est adossée, pourra maintenant rejouer des parties nouvelles à l'intérieur même de l'Europe centrale, avec la Hongrie d'Horthy, la Finlande de Mannerheim, la Roumanie d'Antonescu, etc. Or, et même avec l'Italie de Mussolini, avec qui il avait de très gros contentieux, on se souvient de l'affaire de l'Anschluss, donc l'absorption par l'Allemagne de l'Autriche,
suite à un référendum, qu'on peut dire entièrement faussé, à la fois par le climat de terreur qui régnait en Autriche à ce moment-là, et puis aussi par les différentes provocations en tous sens qui avaient été faites précédemment, et qui a été faite par surprise, dans le dos de Mussolini, qui a failli mettre Mussolini dans dans le camp de l'alliance occidentale, anglo-franco-américaine, comme ça avait été le cas pendant la Première Guerre mondiale, je le rappelle. Hein, l'Italie qui avait commencé la guerre dans l'alliance austro-allemande et qui l'a fini avec les anglo-franco-américains. Donc, ce coup de maître, ce coup de Jarnac de la diplomatie germano-soviétique crée un ordre tout à fait différent et qui va avoir des conséquences très importantes dans l'ordre français et qui va obliger le Parti communiste français à développer tout un ensemble de mensonges historiques dont on est encore aujourd'hui les victimes, puisque dans les écoles, on continue de propager les mensonges qui ont trait à cette très malheureuse affaire et qui, je dirais, se poursuit encore aujourd'hui. On peut maintenant passer à l'affaire Guy Môquet et à toute la manipulation, en particulier du Parti communiste, sur la résistance. Absolument. Je rappelle donc qu'à ce moment-là, au déclenchement de la guerre, donc en 1939, l'Allemagne et l'Union soviétique sont des alliés du fait de ce pacte germano-soviétique. L'Allemagne et l'Union soviétique sont des alliés au moment du déclenchement des hostilités entre la France et l'Allemagne. Quand la France déclare la guerre à l'Allemagne suite à l'affaire polonaise et au partage de la Pologne entre les deux puissances totalitaires du centre de l'Europe, du centre de l'Eurasie, pour être plus précis, au moment de cette invasion de la Pologne et de son partage, la Pologne est une alliée de la France déclare la guerre à l'Allemagne, et le Parti communiste, lui, fait du défaitisme révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il envoie ses militants à la sortie des usines, afin de demander aux ouvriers de ne pas rentrer dans la, entre guillemets, combine de l'impérialisme, qui consisterait à voir se jeter entre eux et s'entretuer les prolétariats français et allemands, par exemple. La ligne classe contre classe se poursuit. On dit qu'il est hors de question que les ouvriers, que les prolétaires des nations impérialistes ne s'entretuent, et que donc il faut renoncer à tout conflit, et que la réalité, c'est l'union des travailleurs par-delà les frontières, quelles que soient par ailleurs les alliances de l'Union soviétique avec le fascisme allemand. Hein, donc là, il y a une contradiction, mais qui est évidemment pas traitée dans ces tracts distribués à la sortie des usines. Le mot d'ordre qui est prononcé, c'est défaitisme révolutionnaire. Un jeune militant communiste, un de ceux qu'il reste, parce que évidemment la ligne de ce pacte germano-soviétique va prendre à revers beaucoup de militants communistes, qui ont cru sincèrement, surtout après l'affaire de l'Espagne, que l'Union soviétique était le fer de lance de la lutte antifasciste. Et il y aura quand même une certaine surprise, malgré l'écran de fumée dont je parlais tout à l'heure de l'affaire espagnole, sur la question de l'antifascisme. Il y aura quelques surprises dans le camp des travailleurs français, qui ne comprennent pas comment l'Union soviétique peut s'allier avec l'Allemagne, sinon pour maintenir la paix, justement. Alors là, ce sera le deuxième mot d'ordre, c'est la paix. Ceux qui acceptent ce mot d'ordre de la paix, ceux qui ne voient pas l'arnaque, ceux qui n'ouvrent pas encore les yeux suite à la signature de ce pacte germano-soviétique, et qui restent dans le parti, sont finalement peu nombreux. Ils sont peu nombreux, mais ils sont fanatisés. Ils sont fanatisés par ces deux mots d'ordre, défaitisme révolutionnaire et pacifisme à tout craint. Pacifisme révolutionnaire, on pourrait dire en l'espèce. C'est-à-dire renoncer, refuser à tout conflit qui serait d'une certaine façon une ruse de la bourgeoisie internationale pour liquider le prolétariat français, allemand et pourquoi pas soviétique, là dans une grande valse sanguinaire comme ça a été le cas en 14-18. D'une certaine façon, il ne manque pas d'arguments pour convaincre les ouvriers qui se souviennent de la défaite de Jaurès, du pacifisme de Jaurès en 14-18 face à l'Union sacrée. Il ne manque pas d'arguments, mais quand même, le sentiment patriotique est un sentiment très partagé à cette époque dans les masses populaires, et donc le Parti communiste finalement voit ses rangs fondre comme neige au soleil, et il ne reste plus finalement que les militants les plus fanatisés. Guy Môquet est de cela. Il se rend à la sortie d'une usine, il distribue un tract de défaitisme révolutionnaire, et il est arrêté par les autorités françaises pour justement défaitisme révolutionnaire, c'est-à-dire pour, d'une certaine façon, intelligence avec une puissance étrangère. La France est en guerre, je le rappelle, c'est un État qui est proche de l'état d'urgence, et c'est ce genre d'activité antipatriotique, c'est ce genre d'activité subversive,
est vu d'un très mauvais œil, y compris par les forces de gauche qui sont au gouvernement à ce moment-là. Je rappelle que c'est le gouvernement de Front Populaire qui est aux affaires à ce moment-là. Le gouvernement de Front Populaire va incarcérer Guy Môquet. Il va rester en détention jusque à ce que l'État français de cette Troisième République s'effondre sous les coups de la débâcle de 1940, l'arrivée de Pétain suite au vote des pleins pouvoirs par l'ensemble de la Chambre de Front Populaire. Là, je vous renvoie aux travaux très intéressants d'ailleurs de François-Marin Fleutot sur la Chambre des députés qui a voté les pleins pouvoirs à Pétain. Il fait un examen très détaillé dans son dernier ouvrage sur qui a voté quoi et pourquoi telle et telle force politique, en particulier les forces de gauche, ont voté les pleins pouvoirs à Pétain. La France de l'État français, qui succède dans cette espèce d'interrègne après l'effondrement de la Troisième République, sous les coups de l'armée allemande, sous la déroute devant les Stuka qui mitraillent les Français sur les routes jusqu'à Bordeaux, et sous l'offensive de Guderian dans les Ardennes, la France s'effondre, fait appel aux héros de 14, et finalement, la situation reste en l'état. Guy Môquet est toujours incarcéré. Parce que le Parti communiste est toujours un parti illégal. Un parti illégal parce que c'est un parti allié, soumis à l'Union soviétique, et allié, par ce fait, à l'Allemagne nazie qui nous fait la guerre. D'une certaine façon, la propagande aussi anticommuniste a fait son œuvre pendant toute cette période où le Parti communiste était très isolé en France. Ce Parti communiste qui était appelé l'œil de Moscou déjà, dans les années 20. Toute cette propagande a poursuivi ses effets, et Guy Môquet est considéré d'une certaine façon comme un ennemi de la France. Et c'est à ce titre qu'il est conservé en prison par les autorités françaises, je dirais, de transition. Conformément aux décisions qui avaient été prises juste avant par les autorités de la Troisième République. Après les attentats dans le métro parisien, en 1941, après un attentat dans le métro parisien en 1941, qui verra l'assassinat d'un officier allemand dans le dos, Guy Môquet est pris comme otage et exécuté en représailles de cette opération de terrorisme contre une puissance occupante qui avait entre-temps signé un armistice avec les autorités françaises et qui avait quelque obligation, malgré tout, d'essayer de faire respecter un certain ordre, sans quoi ça aurait été une situation bien pire pour les Français, c'est-à-dire la situation de la Pologne, qui n'ayant absolument aucun gouvernement national à sa tête, a été véritablement mis en coupe réglée, et on sait le sort qui a été réservé aussi bien d'ailleurs aux forces d'opposition que aux juifs polonais, sans, je dirais, le bouclier, certes fragile, parfois dérisoire, des autorités françaises, mais on assassine un officier allemand dans le métro parisien, des otages sont choisis, sont exécutés, Guy Môquet est de cela. De cette exécution et de cette lettre très émouvante qu'il écrira à sa mère, on a fait une véritable pièce de propagande, le faisant passer pour un héros de la résistance française, alors qu'en réalité il était une victime. D'abord, il était une victime, mais il n'était pas incarcéré pour des faits de résistance, mais pour des faits de collaboration. Je vois pas d'autre mot, Julien. Parce qu'en effet, mettre en œuvre des opérations de défaitisme révolutionnaire dans les années 40, alors que l'Allemagne est en train de vaincre la France, c'est un véritable acte de collaboration. Donc Guy Môquet n'est pas le héros, ni le résistant que l'on nous explique et que l'on nous vend. C'est d'ailleurs ce qu'explique très brillamment Jean-Marc Berlière et Franck Liègre dans leur ouvrage sur l'affaire Guy Môquet. Un ouvrage qui s'intitule d'ailleurs l'affaire Guy Môquet, enquête sur une mystification, où ils rendent merveilleusement compte de ces faits. En effet, en 1946, à la station du métro, donc Marcadet-Balagny, qui a changé de nom depuis pour prendre celle de Guy Môquet, qui a été le plus jeune des prisonniers fusillés au camp de Châteaubriand en 1941, un jeune homme, donc, devient l'emblème de l'engagement communiste dans la résistance, alors même qu'il était un des militants du défaitisme révolutionnaire. On se souvient qu'en 2007, Nicolas Sarkozy avait voulu que cette lettre soit lue dans toutes les classes de France et de Navarre, afin de donner finalement Guy Môquet en exemple à la jeunesse française. Mais se rendait-il compte seulement de quel exemple il donnait? Il donnait l'exemple, en fait, de la traîtrise et du défaitisme révolutionnaire
de la subversion, pour tout dire, mais ce qui finalement est assez congruent avec l'ensemble des contenus qu'il y a dans les programmes d'histoire, puisque on peut encore dans les écoles aujourd'hui donner Marat, Robespierre ou Danton en exemple. Que ce soit d'ailleurs des exemples de corruption, comme Danton, de fanatisme comme Marat, ou de tyrannie absolument irréaliste comme Robespierre. Donc finalement, cette affaire Guy Môquet n'est que la confirmation que l'école aujourd'hui est véritablement un instrument de propagande qui n'a absolument rien à faire finalement de l'objectivité historique, de la réalité des faits, des documents, ni même de quelque conscience historique que ce soit. Merci pour cette mise au point qui me paraît salutaire sur ce sujet. Oui, je voudrais continuer sur ma lancée citant ces deux merveilleux auteurs que sont Jean-Marc Berlière et Franck Liègre, qui ont réhabilité les études, je dirais, de renseignement dans une historiographie plus académique. Après avoir publié donc des ouvrages aussi importants que le Liquider les traites, la face cachée du PCF 1941-1943 et l'affaire Guy Môquet en 2009, donc enquête sur une mystification officielle, ces deux auteurs se sont intéressés en fait à l'histoire cachée finalement du Parti communiste. Et un des épisodes les plus intéressants et les plus saisissants, les plus effrayants, pour tout dire, de l'histoire du Parti communiste français, c'est l'histoire de ce commando Valmy ou de ce détachement Valmy dont ils ont traité dans ce livre Liquider les traîtres. Ce commando était en fait le bras armé. Il appartenait à la structure de ce qu'on va appeler par la suite les FTPF, francs-tireurs partisans français, francs-tireurs partisans français. Il y avait deux branches dans les FTP, FTPF et FTP-MOI, donc francs-tireurs de la main-d'œuvre immigrée. Ce détachement, en fait, était une véritable section d'assassins aux ordres du Parti communiste clandestin. Clandestin, là encore, comme pour Guy Môquet, du fait des autorités françaises d'avant l'occupation, des autorités françaises de la Troisième République. La Troisième République interdit le Parti communiste, le rend illégal, interdit ses publications, à commencer par l'Humanité, son quotidien, et le Parti communiste rentre en clandestinité. Et la direction clandestine du Parti communiste, en particulier Jacques Duclos, vont piloter ce détachement Valmy pour liquider les traîtres, non pas les traîtres à la France, mais les traîtres au parti. Alors, qui sont les cibles de ce commando Valmy? Principalement ceux qui ont désobéi aux consignes du parti en 1939-1940 et qui ont rejoint la résistance anti-allemande et anti-nazie dès 1939-1940. Donc, ils commencent par tuer ceux qui ont désobéi à la ligne du parti, qui est cette ligne de classe contre classe et de défaitisme révolutionnaire de la drôle de guerre, puis de l'occupation, des débuts de l'occupation. Ça, ce sont les premières cibles. C'est ceux qui rentreront en résistance trop tôt. Les deuxièmes cibles qui sont concernées par ce détachement Valmy, ce sont tous les communistes, finalement, désabusés. Tous ces communistes qui commencent à publier des articles ou des livres de critique, des témoignages sur la réalité de l'expérience soviétique, ou la réalité aussi du Parti communiste français. Donc déception qui peut être liée à d'autres aspects que la simple politique étrangère de l'Union soviétique et du Parti communiste, qui lui est entièrement soumis. Donc tous les désabusés du Parti communiste, et enfin, tous ceux qui ont, suite à ces désillusions, quitté le Parti communiste pour entrer parfois dans des opérations de collaboration avec l'occupant. Par exemple, tous les partis, comme toutes les petites organisations dissidentes du Parti communiste, qu'il s'agisse par exemple du Parti ouvrier et paysan français, ou alors de choses plus considérables comme le Parti populaire français de Jacques Doriot, qui a, lui, failli être le secrétaire général du Parti communiste à la place de Thorez, qui à ce moment-là d'ailleurs est en fuite. Je rappelle que Thorez a fui la France au moment où la France entre en guerre contre l'Allemagne nazie. Thorez, lui, choisit de se réfugier en Union soviétique. Mais pas du fait de l'occupation allemande. Ça viendra qu'après. Donc Thorez, qui était un véritable déserteur, et qui est le relais de la politique étrangère d'une puissance totalitaire en France, par le biais, justement, de ces consignes données au Parti communiste français, lui aussi sera présenté comme un héros ayant fui l'occupation et revenant
finalement triomphant dans les valises du général de Gaulle et de Joseph Staline en France pour mettre fin à cette parenthèse tragique de l'occupation. Il n'en est rien. Peut-être peut-on préciser que les partis de gauche non communistes qui sont rentrés en collaboration activement, voire très activement avec l'occupant allemand, l'ont fait par pacifisme. Absolument, ils l'ont fait par pacifisme. Là, je renvoie aux travaux, en particulier de Simon Epstein, sur le paradoxe français, sur qui était cette gauche collaborationniste, à la fois doriotiste, donc pour tout ce qui était des communistes dissidents, devenus de virulents anticommunistes, autour donc du Parti populaire français, ou autour de petites organisations, comme j'en évoquais une tout à l'heure, le Parti ouvrier et paysan. Et il y en a toute une myriade en fait de toutes petites organisations, enfin qui comptent quand même des dizaines voire des centaines de milliers d'adhérents, hein, parce que là on est dans les années 40, les gens font de la politique, hein, mais ce sont des petites organisations rapportées à ce qu'a été le Parti populaire français de Doriot par exemple, ou des organisations comme celle de DA, hein, qui lui est un dissident de la SFIO, donc un dissident socialiste, et qui aura à peu près le même parcours finalement que Doriot, mais du point de vue là des socialistes, des sociodémocrates. La LVF et la Waffen-SS en moins. Pour revenir sur le commando Valmy, donc vous nous avez exposé à peu près ses cibles. Donc là, que je comprenne bien, il s'agit d'élimination physique. Absolument, il s'agit d'élimination physique, c'est-à-dire qu'ils surveillent ces personnalités. Parfois, ils font des attentats aveugles, comme jeter par exemple des grenades à l'intérieur de cafés bondés, parce qu'il s'y trouve des officiers ou des soldats allemands, ou parce qu'il s'y trouve telle ou telle personnalité qu'ils visent à éliminer, ou parce que tel ou tel café est connu comme étant un lieu de réunion de telle ou telle organisation ex-communiste qui est rentrée en collaboration. Voilà, pour tous ces motifs, en fait, ils mettent en œuvre en fait une stratégie de l'attention qui est tout simplement d'accroître les actes de terrorisme pour pouvoir enclencher derrière une logique de répression qui permettrait de créer un fossé entre la population et les autorités de Vichy et évidemment les autorités d'occupation. L'objectif étant que les communistes restent seuls dans une sorte de confrontation de la terreur avec d'un côté les autorités allemandes et leur séide de la collaboration qui aurait été ramenée à leur simple rôle de Quisling, de prête-nom, de paravent, et de l'autre côté, le Parti communiste qui resterait seule force structurante d'une résistance organisée. C'est d'ailleurs ce qui va se passer aussi dans le cadre de la résistance. Pour creuser un peu sur la question du détachement Valmy, il faudrait lire cet ouvrage de Berlière et de Liègre, qui est absolument passionnant, qui se lit comme un roman d'espionnage, parce que les faits qui y sont rapportés sont absolument fascinants. Et on voit le travail aussi de la BS1 et de la BS2, dont je vous parlais en première partie d'émission, ces brigades spéciales qui surveillaient l'ensemble des activités subversives, déjà sous la Troisième République, puis sous les autorités de Vichy. Et là, pour le coup, aussi des autorités, là en synergie avec les autorités d'occupation allemandes, puisqu'ils sont à Paris, hein, la BS1 et la BS2. Et on voit se déployer cette enquête autour de ce continent englouti du Parti communiste clandestin qui peut opérer des assassinats ciblés ou des actions exemplaires, des attentats exemplaires qui font parfois des dizaines de victimes, tout en menant en parallèle des demandes de réparation de l'humanité. Hein, la direction clandestine du Parti communiste est en discussion avec les autorités allemandes d'occupation afin de voir reparaître l'humanité, ce qui va être le cas. L'humanité va reparaître après l'accord de Otto Abetz et des autorités d'occupation à Paris. On va voir l'humanité reparaître selon cette ligne classe contre classe qui lui avait valu son interdiction par les autorités françaises. Donc pendant 18 mois, presque 2 ans, les communistes français seront encore et officiellement un parti allié aux puissances de l'Axe qui occupent la France. Ça, c'est un des grands mensonges des communistes, de la gauche plus largement, de l'université et de l'enseignement français, c'est de raconter l'histoire d'un parti communiste entièrement dévoué à la résistance française. C'est faux. Il s'agit en fait du parti des 100 000 fusillés. C'est le parti des fusilleurs. Ils seront les assassins pendant cette période où le Parti communiste clandestin veut revenir comme un parti légal avec l'aval des autorités allemandes, parce que, conformément à leur politique étrangère, elle-même alignée sur les astres de Moscou, qui sont encore
en alliance avec l'Allemagne nazie, qui n'a pas encore déclenché l'opération d'invasion de l'Union soviétique intitulée Barbarossa. Jusqu'à l'opération Barbarossa, les communistes français veulent être reconnus par les autorités d'occupation allemandes et voir reparaître l'humanité. Donc ils sont en fait des forces de collaboration pendant toute cette période. Et ensuite, partie des fusilleurs à la libération, parce que bien sûr que les communistes mourront dans le cadre de la résistance patriotique à l'occupation allemande. Personne ne le nie. Des militants sincères, en grand nombre, vont donner leur vie sur l'autel de la patrie. Mais ils vont aussi, et juste après-guerre, être le parti des fusilleurs. Et par exemple, ils vont organiser la répression sauvage, alors qu'une répression légale, une épuration légale s'organise autour des pouvoirs publics et de la justice. Justice, d'ailleurs, qui mériterait, elle aussi, un examen très approfondi, parce qu'on ne rend pas la justice sous la pression de la rue, n'est-ce pas? Il n'y a pas de justice sous la menace du lynchage. Mais passons. En tout cas, ils auraient pu se satisfaire de cette épuration légale. Il n'en est rien. L'épuration illégale, finalement, était d'une certaine façon la deuxième valve de ce moteur de l'épuration qui avait ces deux aspects, légal et illégal. Et l'épuration sauvage va concerner des dizaines, peut-être même une centaine de milliers de Français. Alors, sous toutes les formes, il y aura des violences, parfois jusqu'au meurtre, il y aura des dégradations de toutes sortes, des vols, des déprédations, des viols, des tonsures, et surtout, la mort sociale de dizaines de milliers de Français. Parfois pour des faits tout à fait anodins, comme par exemple, ou tout à fait innocents, comme par exemple le fait d'être gaulliste. Je connais le cas, par exemple, d'une famille dont un des grands-parents va être tué pour fait de gaullisme à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il va avoir un procès sauvage organisé par les francs-tireurs locaux de son lieu d'habitation, qui vont lui mettre la main dessus, et qui vont l'inculper très officiellement de gaullisme, et qui vont le mettre à mort. Voilà, ça a été jusque-là. Alors évidemment, tous ceux qui ont donné leur assentiment à la politique maréchaliste de Philippe Pétain, qui comptait à un moment donné, comme le dit l'historien Amouroux, jusqu'à 40 millions de Français, ce maréchalisme. Je ne vous en parle même pas. Et puis alors, pour ceux qui se sont rendus coupables de, par exemple, participation aux organes de l'État français, alors là, la chose est entendue. Voilà ce qu'il en est. Voilà pour ce qu'il en est du parti des fusilleurs. Et puis, enfin, le Parti communiste, ce sera aussi, et dès lors, la légende dorée de l'affiche rouge, des résistants, des martyrs de la résistance. Cette histoire, on la connaît tous cette fameuse affiche rouge du groupe Manouchian, qui est donnée en exemple de ce patriotisme de volontaire, je dirais ce patriotisme d'adhésion qu'aurait manifesté l'AFTP-MOI, ces francs-tireurs partisans de la main-d'œuvre ouvrière immigrée, et dont on donne vraiment en modèle la figure de Manouchian. Et tous ces apatrides, tous ces Hongrois, ces anciens des colonnes espagnoles qui se sont retrouvés en France après la retirada et qui ont rejoint les maquis, toute cette légende dorée de la résistance française organisée entre autres autour de ces héroïques combattants cosmopolites de l'affiche rouge, est elle aussi une légende noire en réalité. Parce que tous ces personnages dont on nous parle et qu'on voit dans cette affiche, certains d'entre eux, c'est ce que racontent Jean-Marc Berlière et Franck Liègre dans leur tout dernier ouvrage « Camarades, la lutte continue », de la résistance à l'espionnage communiste, toujours chez Robert Laffont. Cette histoire, c'est l'histoire de ces membres de la résistance, entre guillemets, communiste, qui vont, dès 1945, mettre en route des structures d'espionnage de la France en faveur de pouvoirs soviéto-satellites, de pays aussi différents que la Hongrie, la Pologne, ou même l'Union soviétique directement. Maintenant, pour aller plus loin, peut-être une petite bibliographie. Cher Julien, donc concernant la bibliographie, je donnerai 4 ouvrages, dont 3 de Jean-Marc Berlière et Franck Liègre. Le premier, L'affaire Guy Môquet, enquête sur une mystification officielle, Paris-Larousse 2009. Le deuxième, Liquider les traites, la face cachée du Parti communiste français 1941-1943 chez Robert Laffont en 2007. Et enfin, Jean-Marc Berlière, Franck Liègre toujours, Camarades, la lutte continue de la résistance à l'espionnage communiste, toujours chez Robert Laffont. Et enfin, un dernier ouvrage qui me semble absolument indispensable à lire pour comprendre ce qu'a pu être le communisme souterrain, toute la partie finalement occultée de l'internationale communiste,
et qui se lit comme un roman d'espionnage malgré que ce soit un récit authentique, Sans patrie ni frontières de Yann Valtine aux éditions Babel. Merci Monsieur K, c'était Fréquence Orage d'Acier. Je vous donne rendez-vous après Noël pour une nouvelle émission.